Bonjour à tous, je suis aujourd'hui accompagné de Dmitry Polyansky, premier représentant permanent adjoint de la Fédération de Russie auprès des Nations Unies. Donc bienvenue à nouveau dans l'émission. Merci, Glenn. Je souhaite m'entretenir avec vous au sujet des avancées des négociations, mais je voulais d'abord aborder les récentes escalades, disons plus spectaculaires, à savoir les attaques contre les forces nucléaires russes. De toute évidence, il s'agit d'une évolution très dangereuse, mais quelle en est la portée plus large? Voyez-vous une implication occidentale dans cette affaire? Et quel type de réponse peut-on attendre de la Russie? Eh bien, il est difficile de se prononcer sur l'implication occidentale à ce stade. Je sais que l'enquête est toujours en cours, et il y a certains indices laissant penser que l'Ukraine n'a pas pu agir seule. Par exemple, pour toutes les soi-disant attaques ukrainiennes en mer Noire, tout le monde sait qu'elles sont menées par le Royaume-Uni, avec des drones fournis par les Britanniques et des données de renseignement. Peut-être que les Ukrainiens se contentent d'appuyer sur le bouton, mais cela ne rend pas l'attaque ukrainienne pour autant. Donc, à ce stade, je ne spéculerai pas sur le niveau exact d'implication des services spéciaux étrangers, en particulier britanniques. Mais de nombreux éléments indiquent cette direction. Même l'effet de propagande qu'ils ont essayé d'obtenir à partir de ce qui s'est passé était assez visible. Je veux dire, les efforts pour présenter les événements d'une certaine manière étaient assez évidents. Par exemple, au Royaume-Uni, j'ai vu les premières informations à ce sujet sur la BBC. La BBC a totalement omis tout ce qui s'est passé en lien avec cela, comme le sabotage des trains de passagers, les ponts au-dessus des trains de passagers et les victimes qui en ont résulté. Toutes ces choses ont été complètement ignorées. Apparemment, il n'est pas nécessaire que les citoyens britanniques ordinaires soient au courant de ces faits. Et bien sûr, l'ampleur de l'attaque a été volontairement exagérée. Ce n'est pas un coup très important porté à nos forces militaires et nucléaires. C'est sensible, mais je ne surestimerai pas son importance, et cela ne remet en cause aucun potentiel de la Russie. Mais bien sûr, c'est aussi un signe de l'irresponsabilité du régime de Kiev, car ils savent parfaitement que toute attaque contre les forces nucléaires de la Fédération de Russie peut déclencher une réponse nucléaire, selon notre nouvelle doctrine. D'autre part, nous agissons de manière très équilibrée et civilisée. Mais ils essaient de provoquer une réaction massive de notre part, de préférence avec des armes nucléaires, afin de susciter un tollé international majeur et de réaliser leur rêve, l'implication directe de l'OTAN qui viendrait sauver la peau de Zelensky et de son équipe, car il n'y a pas d'autre moyen pour eux d'obtenir un résultat positif dans cette campagne militaire. C'est assez clair. Donc, encore une fois, l'attaque était sensible, mais je n'exagérerai pas son importance. Et ce qui est vraiment irréfléchi de la part de nos collègues occidentaux, c'est qu'ils essayent d'ignorer les attaques contre les infrastructures civiles et les victimes parmi les trains de passagers qui ont été touchés le même jour. Et cela, bien sûr, c'est du cynisme et du « deux poids, deux mesures ». Je ne sais pas comment l'appeler autrement. J'ai également remarqué l'absence de couverture médiatique concernant les attaques contre les trains. C'était préoccupant. Mais je réfléchissais aussi au contrôle des armements, car une grande partie de ce contrôle repose sur la nécessité de la transparence. Sais-tu déjà quelque chose sur la réaction russe éventuelle? Par exemple, les bombardiers nucléaires doivent-ils être mis sous terre ou dans des abris renforcés? Je veux dire, y a-t-il eu des décisions prises dans ce domaine?
Je pense que bien sûr, il y aura des leçons à tirer de cela, non seulement par la Russie, mais aussi, je crois, par tout le monde, car il s'agit d'une campagne militaire observée par tous. Et chacun essaye de calculer quel type de doctrine militaire nous avons actuellement. Vous voyez que la guerre a changé. La guerre a totalement changé depuis 2022. Et les deux seuls pays qui savent vraiment ce qu'il en est sont la Russie et l'Ukraine. Beaucoup d'autres, bien sûr, veulent apprendre de notre expérience, parce que ce n'est pas ce qu'ils imaginaient d'une campagne militaire. Bien sûr, nous tirerons des conclusions de cela, et je pense que des vulnérabilités comme celle-ci seront réduites. Cela va de soi. Cela va de soi. It goes without saying. It goes without saying. And just regarding the negotiations. En ce qui concerne les négociations, j'imagine qu'elles n'ont pas beaucoup avancé. Mais le simple fait qu'il y ait des négociations est positif. En effet, les échanges de prisonniers démontrent la valeur de la diplomatie, comme on l'a vu avec un millier d'hommes de chaque côté, qui ont pu rentrer chez eux auprès de leur famille. Mais pour ce qui est de trouver une solution plus large, les parties semblent encore assez éloignées. Voyez-vous des progrès, même graduels? Se dirigent-ils vers un format commun? Comment peuvent-ils donner du sens à ces négociations? Je suppose que personne ne s'attendait à ce que cela se termine en 24 heures ou dans les 100 jours de Trump. Mais y a-t-il du mouvement? Car il y a beaucoup d'acteurs dans ce conflit et les positions sont très divergentes. Donc y a-t-il du mouvement? Is there movement? Whether there is a movement or there is no movement depends very much on your perspective. Que l'on constate un mouvement ou non dépend beaucoup de votre point de vue. Si, pour quelqu'un, le mouvement consiste à maintenir les exigences absolument irréalistes et folles de l'Ukraine, alors je pense qu'il n'y a pas de mouvement. Si, en revanche, le mouvement signifie des négociations directes entre les deux pays belligérants et certaines décisions humanitaires qui affectent la vie des gens ordinaires en Russie et en Ukraine, alors je pense qu'il y a un mouvement significatif. Et ce n'est pas seulement une question d'échange de prisonniers. Récemment, vous savez, il y a eu cet accord concernant le retour par la Russie de 6000 corps d'Ukrainiens tués au combat. Il y a eu une certaine hésitation de la part du régime de Kiev, car reconnaître qu'il y a un si grand nombre de pertes et un si grand nombre de corps non réclamés par l'État ukrainien est un peu embarrassant. Tout le monde peut le comprendre, mais ils ont finalement dû l'admettre. D'abord, ils ont essayé de dire qu'il s'agissait de corps non identifiés, mais nous, de ces corps, car l'Ukraine a dit qu'elle voulait aussi nous rendre nos corps. Nous avons dit d'accord, c'est une initiative très appréciée. Ils ont donc rendu 27 corps, et nous en avons rendu 1200, juste pour comprendre la proportion. Son désir d'être réaliste et pragmatique. Nous avons partagé notre vision sous la forme d'un mémorandum. Ils ont partagé leur vision sous la forme de leur propre mémorandum. Je pense que la prochaine étape, pour l'instant, serait d'étudier ces mémorandums et de revenir pour un échange. Espérons-le courant juin. Mais je ne suis pas dans la boucle, donc je ne peux pas vous donner d'informations plus précises à ce sujet. Mais en tout cas, si vous regardez les choses sous cet angle, je pense que les choses ont beaucoup évolué. Et je pense que les efforts du président Trump ont beaucoup contribué au fait que l'Ukraine soit devenue plus flexible et ait finalement décidé de reprendre les négociations qui avaient été interrompues à Istanbul de février à avril 2022. Je pense que c'est très important. April 2022. I think this is very important.
Yeah. Well, in terms of negotiations, Eh bien, en ce qui concerne les négociations, j'ai une question sur le format, car une critique majeure ou une faiblesse de l'accord de Minsk depuis 2015 était qu'il ne concernait que Kiev à l'époque et le Donbass. Beaucoup ont soutenu que la Russie aurait dû être partie prenante. La Russie affirmait que l'OTAN était évidemment partie au conflit. Mais si tout le monde reconnaît qu'il s'agit d'une guerre par procuration, comme l'ont reconnu Marco Rubio ou Boris Johnson, ne serait-il pas également logique d'adopter un format de négociation OTAN-Russie ou États-Unis-Russie? Parce que si nous considérons que ce conflit, sa source, serait l'effondrement de l'architecture de sécurité européenne, même des faucons anti-russes comme le général Kellogg ont reconnu que la Russie a des préoccupations sécuritaires légitimes concernant l'expansion de l'OTAN, ce qui doit également s'appliquer à la Géorgie et à la Moldavie. Donc, si nous reconnaissons cela, pourquoi cela ne fait-il pas aussi partie des discussions entre la Russie et les États-Unis? Car mettre fin à l'expansion de l'OTAN n'a pas besoin d'être un engagement pris par l'Ukraine. Il pourrait changer d'avis dès demain, et la Russie n'y accorderait probablement pas beaucoup de crédit si cela venait uniquement de l'Ukraine. Pourquoi cela ne serait-il pas plutôt un engagement des États-Unis dans le cadre d'un accord de sécurité plus large sur la sécurité européenne? Encore une fois, si l'idée principale est de s'attaquer aux racines de ce qui a causé cette guerre. Je pense que nous en arriverons là. Et le fait que nous ayons des négociations directes avec les Ukrainiens ne nous empêche pas d'avoir des discussions avec les États-Unis. Je sais que le dialogue se poursuit. Il y a des échanges à différents niveaux, et j'ai entendu dire qu'il y aurait un nouveau cycle de négociations entre des experts des ministères des Affaires étrangères sur les problèmes de nos relations bilatérales. Donc cela ne signifie pas que nous nous concentrons uniquement sur une seule voie. Quant au côté européen et à l'OTAN, je pense qu'ils n'en sont pas encore là et qu'ils vivent toujours dans l'illusion qu'il est possible de causer des problèmes à la Russie. Ils ne parlent plus de défaite stratégique, mais ils veulent faire saigner notre pays autant que possible. C'est très clair. Donc, ils n'ont pas encore dépassé cette logique enfantine à ce stade, et nous pouvons attendre. Mais en ce qui concerne les États-Unis, je n'ai aucun indice que notre dialogue se soit arrêté en attendant le résultat des négociations avec l'Ukraine. Je pense qu'il se poursuit, et cela se fait en parallèle. Vous savez que nos négociations avec les États-Unis ne se limitent pas à la question ukrainienne. Elles sont bien plus vastes et importantes. Et il y avait également des indications selon lesquelles la Russie pourrait jouer un rôle déterminant dans la recherche d'une solution à la crise autour du problème nucléaire iranien, ainsi que sur d'autres questions. Je pense donc que nous ne sommes qu'au début de ce parcours, mais les négociations directes avec l'Ukraine sont d'une importance capitale pour mettre fin à ce conflit et en traiter les causes profondes. Je pense que nous ne commettrons pas une autre erreur comme celle qui a été faite dans le cas des accords de Minsk pour différentes raisons et que nous ne serons pas aussi naïfs qu'auparavant. Cela a été répété à plusieurs reprises par le président Poutine, par le ministre Lavrov et par de nombreux autres responsables. Je pense que notre position est absolument limpide pour tout le monde. Dans quelle mesure la relation entre les États-Unis et la Russie dépend d'elle de la guerre en Ukraine? Parce que des personnes comme Marco Rubio ont également souligné qu'il est nécessaire de rétablir une diplomatie de base, de rouvrir les consulats, etc. Mais dans quelle mesure est-il possible, selon vous, de développer la relation entre les États-Unis et la Russie sans résoudre la question ukrainienne? Car cela resterait, je suppose, it's towards me asked for a tight did you mind. Well, Russia can't solve
Eh bien, la Russie ne peut pas résoudre seule le problème ukrainien. Nous pouvons poursuivre notre opération militaire spéciale et obtenir ce que nous voulons, c'est-à-dire éradiquer les causes profondes de la crise par des moyens militaires. Et c'est une option. Mais la Russie a montré sa volonté de le faire par la voie des négociations et d'épargner ainsi de nombreuses vies, des efforts et de l'argent. Et cela a toujours été une offre ouverte de notre part. Mais, comme on dit, on peut amener un cheval à l'abreuvoir, mais on ne peut pas le forcer à boire. C'est ce qui se passe. Donc si l'Ukraine ne veut pas la paix, si le président Zelensky et ses représentants ont d'autres calculs anti-russes, nous ne pouvons rien y faire. Et je pense que les États-Unis le comprennent très bien. Et je ne limiterai pas, encore une fois, le dialogue Russie-États-Unis à la seule discussion sur la situation autour de l'Ukraine. Et je ne dirais pas que parce que nos négociations avec l'Ukraine n'ont pas progressé autant que certains à Washington ou ailleurs l'auraient souhaité, nos contacts avec les États-Unis sont pour autant au point mort à cause de cela. Je n'ai pas cette impression, ni ici à l'ONU, ni d'après les informations que je reçois de ma capitale. Je pense qu'il s'agit d'un processus en cours. La dynamique pourrait être plus importante et significative, mais il y a de nombreuses raisons pour lesquelles la situation est telle qu'elle est. Et je pense que cela relève de l'intérêt du monde entier, et que cela va bien au-delà des questions liées à la crise ukrainienne. Cela affecte l'Ukraine, chaque pays du monde, et la Russie et les États-Unis doivent ensemble trouver des solutions à de nombreux problèmes qui sont importants pour chaque citoyen de la planète. Alors, essayons de voir les choses sous cet angle. Je suis heureux d'apprendre que cette diplomatie a au moins commencé et qu'elle progresse réellement. Car l'idée que les deux plus grandes puissances nucléaires du monde ne devraient pas avoir de relations diplomatiques est tragique. Et comme beaucoup aux États-Unis le reconnaissent également, on ne peut pas vraiment résoudre de nombreux problèmes sans une certaine forme de coopération entre les deux pays. Mais concernant la restauration des relations diplomatiques, voyez-vous une place pour les Européens dans ces discussions? Je sais qu'ils ne décrochent toujours pas le téléphone, mais cela a-t-il encore une quelconque pertinence? Comment percevez-vous le rôle des Européens dans cette relance de la diplomatie? Parce que vous discutez désormais avec les Ukrainiens, vous essayez d'améliorer les relations bilatérales avec les Américains. Se passe-t-il quelque chose avec les Européens? Eh bien, pas à ma connaissance. Et quand vous parlez de rétablir les relations diplomatiques, je vous corrigerai un peu. Nous avons toujours des relations diplomatiques. Nous n'avons rompu nos relations diplomatiques qu'avec l'Ukraine. Mais bien sûr, le niveau des relations que nous entretenons, parfois, nous n'avons pas d'ambassadeurs dans certains pays. Et bien sûr, le personnel de certaines ambassades, que ce soit en Russie ou dans les ambassades russes dans les pays européens, a été réduit au point de ne pouvoir assurer que le strict minimum des interactions diplomatiques. Mais personne ne parle d'aller au-delà. Et ce n'est évidemment pas normal. Ce n'était pas notre initiative de mener les choses à cette situation absurde. C'était le choix des Européens. Et c'est à eux de décider s'ils veulent faire quelque chose à ce sujet ou non. Vous avez posé une question sur leur rôle. Je dirais que le rôle européen, je parle surtout de l'UROPEB et du Royaume-Uni, il y a aussi quelques pays sensés en Europe, et des voix raisonnables même dans des pays où la direction est un peu étrange, pour le dire gentiment. Mais néanmoins, le rôle global de l'Europe est très destructeur, car il est assez clair que de concert avec le régime de Kiev, il cherche réellement à saper les efforts en cours entre la Russie et les États-Unis pour mettre fin à cette guerre, pour trouver une solution durable, pérenne et soutenable, en s'attaquant aussi aux causes profondes de la crise. Les Européens ne le veulent pas. Ils veulent poursuivre tout ce qui pose problème à la Russie. C'était leur stratégie à long terme. Ils ont clairement défini la Russie
comme leur ennemi. Vous avez entendu qu'au Royaume-Uni, les dirigeants actuels ont commencé à préparer la population à accepter l'idée que le pays sera, à un moment donné, en guerre avec la Russie. On en arrive même à cet extrême. Mais, eh bien, ils essayent de saper tous ces efforts, et en même temps, ils tentent de ne pas effrayer le président Trump et son équipe, et de le pousser à continuer, au moins sous une certaine forme, le soutien à l'Ukraine, qui est essentiel, très important, pour que l'Ukraine puisse se défendre, au moins dans une certaine mesure. Et l'Europe seule, comme l'ont reconnu à plusieurs reprises de nombreux experts, a bien du mal à continuer à porter ce fardeau de soutien à l'Ukraine sans les États-Unis. Et c'est la principale préoccupation de l'Europe en ce moment. Ils veulent être assis entre deux chaises. D'un côté, ils veulent afficher leur volonté de répondre aux ouvertures pacifiques du président Trump. De l'autre, ils souhaitent continuer à soutenir l'Ukraine. Et s'il n'y avait pas eu ce changement de ton à Washington, je pense qu'ils auraient poursuivi la même approche et les mêmes actions qu'avant l'arrivée au pouvoir du président Trump. Ce n'est pas leur choix. Ils sont contraints de se retrouver dans cette situation embarrassante et essaient d'en sortir, ce qui, selon leur mode de fonctionnement, passe toujours par la confrontation et la lutte contre la Russie, car leur état d'esprit est totalement russophobe, et nous le ressentons. C'est pourquoi il est difficile d'imaginer quel type de contact, de négociation ou quoi que ce soit d'autre pourrait avoir lieu dans une telle atmosphère qui a été délibérément empoisonnée par ces pays. Et cela dure depuis de nombreuses années. Voilà où nous en sommes. Ma dernière question concerne le fait que les Américains se retirent. C'est devenu un thème récurrent. Si les Américains n'obtiennent pas la paix qu'ils souhaitent, ils s'en vont. Après avoir parlé avec le président Poutine, le président Trump a de nouveau fait ce commentaire, qu'ils devraient peut-être simplement partir et attendre que quelqu'un les appelle quand ils en auront assez. Quelque chose dans ce genre. Une remarque un peu condescendante. Mais comment interprétez-vous ce départ? Cela signifie-t-il simplement se désengager des pourparlers de paix ou cela implique-t-il aussi de couper les livraisons d'armes? En d'autres termes, l'Amérique cesse-t-elle de participer à la guerre? Eh bien, je ne suis pas américain. Il m'est donc très difficile de comprendre quelle est, vous savez, la façon de penser à Washington en ce moment, ce qui s'y trame. Mais j'ai le sentiment que la nouvelle administration souhaite sincèrement mettre fin à ce conflit. Et peut-être que ce n'est pas par un amour extrême pour la Russie. C'est plutôt pour des raisons pragmatiques. C'est un lourd fardeau pour l'économie américaine. C'est un gros problème pour d'autres projets de l'administration américaine. Je pense que c'est très pragmatique. Mais ils veulent vraiment mettre un terme à ce conflit. Et l'Europe le ressent. En même temps, un jour, les Américains ont commencé à s'impliquer plus profondément pour comprendre ce qui s'était passé. Ils n'ont pas pu s'empêcher de découvrir beaucoup de choses très gênantes pour le régime de Kiev, pour l'administration précédente et pour l'Europe. Il leur est donc très difficile d'ignorer le fait que c'est l'OTAN qui a initié cette crise. Il s'agissait d'une politique de provocation de la Russie menée sur de nombreuses années, visant à créer ce projet anti-russe à nos frontières et à armer l'Ukraine. Ce sont des faits évidents et on ne peut pas les ignorer, à moins d'être totalement dépourvu de scrupules sur le plan politique et de se moquer complètement de toute perspective de paix. Or, l'administration Trump, elle, s'en soucie. Et c'est pourquoi ils se trouvent dans une situation très inconfortable, car d'un côté, ils veulent s'en aller et laisser cela aux Européens. D'un autre côté,
ils voient que beaucoup de choses se sont produites là-bas à cause de l'Amérique, à cause de l'administration précédente. Beaucoup d'injustices ont été commises à l'encontre de la Russie par les Européens, par l'OTAN. Ce sont les administrations. D'autres auraient préféré une autre version des accords de Minsk. Mais nous avons répété à plusieurs reprises que cela ne nous satisferait pas et ils doivent prendre cette position en considération, ce qui est logique et cohérent. Eh bien, je me sens plutôt optimiste face à votre optimisme concernant les discussions avec les États-Unis du moins. Il n'y a pas eu beaucoup de bonnes nouvelles au cours des 3 dernières années. Donc c'est déjà ça. Encore une fois, merci beaucoup pour votre temps. Je vous en suis reconnaissant. Merci, Glenn.